Bonjour, bienvenue dans le brunch politique de Sud Radio. Notre invitée aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour. Le budget 2015 et les coupes budgétaires dans la politique familiale, le chômage, les professions réglementées, le retrait de l'écotaxe et la transition énergétique, la centrale de Fessenheim ou encore la question d'Ebola et les mesures de précaution de la France, la situation au Front National et puis Jérôme Gage, président du Conseil général de l'Essonne et membre des Frondeurs, viendra débattre avec Marine Le Pen. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée en direct aujourd'hui sur Sud Radio. Martine Aubry jette un pavé dans la mare ce matin dans le JDD. Elle demande un changement de cap dans la politique économique. Alors au-delà des alternatives qu'elle préconise, est-ce que vous la rejoignez sur le constat ? Non mais si vous voulez, j'en ai un peu soupé, je vous le dis très franchement, de tous ces responsables politiques de droite comme de gauche qui viennent pleurnicher sur les conséquences des politiques qu'ils ont contribué à mettre en œuvre. Ils ont enfermé la France dans toute une série de traités votés pour un certain nombre d'entre eux contre l'avis du peuple français. Ils ont mis en œuvre un traité budgétaire, Nicolas Sarkozy, entériné par François Hollande. Personne n'a rien dit contre cela. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que la France est victime d'une politique d'austérité qui est en train de tuer son économie, d'effondrer le pouvoir d'achat des Français. Rien que le fait qu'ils ne s'en rendent compte qu'aujourd'hui démontre que ce sont des incapables, des incompétents, et ça les décrédibilise totalement pour essayer d'apporter la moindre solution au malheur qu'ils ont porté pour la France. Mais alors selon vous, Marine Le Pen, c'est de l'hypocrisie ? Bien sûr, c'est de l'hypocrisie. Madame Aubry, comme d'autres d'ailleurs, comme la vingtaine de frondeurs dont j'ai eu l'occasion de rappeler qu'ils aboient mais ils ne mordent jamais, cherchent quelque part à défendre un positionnement personnel au sein du Parti socialiste. Encore faudrait-il envisager que le Parti socialiste ait encore le moindre avenir, ce que je ne crois pas. Je pense que ce mouvement est terminé, sa trahison a été révélée à l'égard d'une partie des électeurs qui espéraient que ce mouvement aurait des considérations sociales. Tout cela est derrière nous. Je me réjouis d'ailleurs toujours quand il y a comme ça des actes de transparence et donc une prise de conscience, de conscience et une grande lucidité qui émerge dans le peuple français. Mais lorsqu'on lit l'article de Madame Aubry qui déclare « Je suis candidate au débat d'idées », c'est vraiment le meilleur moyen de ne rien dire, on s'aperçoit que c'est un vide intégral. Voilà. Il y a de l'écho dans ce papier. Marine Le Pen, le budget de la France, 4,3% du PIB, bien au-delà donc des 3%. Ça vous inquiète ? Est-ce que vous craignez que la France reçoive une amende ? Mais je trouve d'abord profondément humiliant à cause de ce traité budgétaire que nous soyons obligés d'aller montrer notre budget à Bruxelles comme un gamin de 5 ans va montrer à sa maîtresse sa rédaction pour que celle-ci la note. Bon, nous sommes un grand pays souverain et lorsque l'on est un pays souverain, on a la liberté de déterminer son propre budget. L'idée que l'Union européenne puisse sanctionner la France à hauteur, je crois, de maximum 4 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable, est une souffrance, je veux dire, pour la Française que je suis, éprise encore une fois de souveraineté, de liberté. S'il n'y avait pas cette règle, Marine Le Pen, on le sait très bien, la France dépasserait encore davantage ces 3%. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. C'est la politique économique qui est menée qui entraîne l'aggravation des déficits et de la dette. Mais je vous indique que la politique d'austérité aggrave les déficits et la dette. C'est-à-dire que cette politique d'austérité, elle est en même temps injuste et elle est stupide. Elle est injuste parce qu'elle tape évidemment toujours les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes, les classes populaires, les TPE, les PME, les PMI. Mais de surcroît, elle est inefficace puisque les déficits ont continué à augmenter et la dette continue à augmenter pour une raison simple, c'est que la politique d'austérité contracte l'économie. Voilà. Il ne faut pas réduire les dépenses en France. Mais ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que d'abord, je crois que dans la situation dramatique dans laquelle l'UMP et le PS ont mis le pays, il faut surtout retrouver la voie de la création de richesse. On ne réglera aucun problème de déficit si on ne règle pas le problème du chômage. Le chômage, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Vous voyez, voilà un bon gisement pour arrêter les déficits. Si l'on crée de l'emploi, par définition,
on économise d'abord sur les prestations que l'on n'est plus obligé de verser, mais de surcroît, on recrée des recettes pour l'État qui lui permettent de résoudre les déficits. Donc, la politique qui est menée est un cercle vicieux. Et moi, je propose de revenir à un cercle vertueux. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des économies à faire sur l'immigration, sur l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, sur ce que l'on verse à l'Union européenne, sur la fraude qui est massive, sur la décentralisation qui est anarchique. Voilà. Alors on va des sources d'économie, il y en a, mais encore une fois, la priorité des priorités, c'est de retrouver la voie de la création de richesse. On va y revenir, Marine Le Pen, mais vous avez évoqué le chômage. Vendredi prochain, les chiffres du chômage pour le mois de septembre vont tomber. Faut-il réformer l'assurance chômage ? Mais voilà quand même une drôle d'idée. Quand on n'est pas capable de régler le problème du chômage, on gère la pénurie en quelque sorte. Ceux qui en sont à admettre cela, car c'est un aveu, ne sont pas dignes de diriger le pays, parce que ça veut dire qu'ils n'ont aucune solution pour lui. Donc on va baisser le montant des indemnités chômage en espérant quoi ? Et avec quel sous-entendu ? Bien sûr... Il n'y a aucun abus sur les indemnités actuellement ? Bien sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui fraudent, c'est le cas à chaque fois qu'il y a une aide ou une cotisation, il y a un pourcentage de gens qui fraudent. Mais il y a une immense majorité de gens qui ne fraudent pas, qui rêvent d'avoir un emploi, qui cherchent cet emploi et qui ne le trouvent pas, qu'ils soient d'ailleurs sans diplôme ou qu'ils aient des diplômes Bac plus 4, Bac plus 5. Plus personne aujourd'hui n'est à l'abri du chômage. Donc, plafonner les indemnités, pour vous, c'est hors de question ? Mais il y a deux moyens, si vous voulez, Moi, je conçois le constat qui consiste à dire quand l'indemnité chômage et toutes les aides auxquelles elle ouvre droit permettent à quelqu'un de vivre à peu près aussi bien que lorsque la personne travaille, je conçois cette difficulté. Mais je pense qu'il faut dans ces cas-là qu'il faut augmenter le salaire de ceux qui travaillent plutôt que de baisser les indemnités de ceux qui sont au chômage. Donc pas de plafond d'indemnité pour vous ? Non, je pense ni même pour les cadres. Mais je pense que ça ne règle pas le problème. Encore une fois, nous sommes sur les conséquences d'une politique qui a échoué, d'un modèle économique qui démontre chaque jour son échec. Changeons ce modèle économique. Ayons le courage de dire à Bruxelles, stop, voilà, stop. Vous avez mis l'Espagne à genoux, la Grèce à genoux, le Portugal à genoux, l'Italie à genoux, la France à genoux, et vous avez fait d'un continent qui était un des plus riches du monde, un continent en faillite. Bon sang, mais pourquoi continue-t-on à laisser les clés à des gens qui ont démontré leur incapacité à apporter du mieux au peuple ? Car, croyez-moi, ils apportent du mieux à un certain nombre de banques et de marchés financiers, car c'est cela pour lequel ils se battent. Marine Le Pen, la semaine dernière, Emmanuel Macron a proposé un New Deal, des réformes encore plus drastiques en France, en échange, un investissement de 600 milliards d'euros de l'Union européenne. Oui. Écoutez, il promet au nom de l'Union européenne, il en est sûr, mais ça m'a coupé. Il le propose, c'était une proposition. Oui, il le propose. Oui, moi je propose qu'il pleuve uniquement la nuit et qu'il fasse beau le jour. Voilà, parce que je trouve que c'est plus sympa, tout le monde y trouvera du positif, en même temps les agriculteurs et les touristes qui viennent dans notre pays, etc., sera plus agréable. Voilà. Selon vous, c'est impossible à mettre en œuvre? Mais ça n'est surtout pas ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça n'est pas l'idéologie de l'Union européenne. Voilà, l'idéologie de l'Union européenne, c'est d'effondrer notre système de protection sociale, c'est de mettre en place une déflation salariale, car un certain nombre de personnes bénéficient de cette politique. Énormément en souffrent, on le voit chaque jour, mais certains en profitent, et notamment, il faut le dire, les marchés financiers et les multinationales. Un jour, on se posera la question de savoir si, après tout, ce chômage n'a pas été théorisé, si ce chômage que l'on a en partie organisé, puisqu'on ne fait rien pour changer la donne, n'a pas profité à certains pour éviter une inflation qui aurait peut-être rogné leur patrimoine, si ce ne sont pas les rentiers qui défendent leurs intérêts. Vous pensez que le chômage est volontaire? Vous pensez qu'on fait exprès d'orchestrer un certain chômage? Je ne pense rien. Vous savez très bien que dans les écoles haut placé à Sciences Po, etc. Monsieur Strauss-Kahn, par exemple, professait l'ANRU. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est la théorie qui consiste à avoir un taux de chômage minimum pour pouvoir éviter l'inflation et donc protéger les intérêts des marchés financiers, des banques et des rentiers. Donc c'est pas moi qui ai inventé cela. Est-ce que la créature a échappé aux mains de
ceux qui l'ont créé, peut-être. Quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est que continuer dans la politique que nous menons, c'est aggraver, évidemment, la situation de l'emploi, la situation du pouvoir d'achat, l'effondrement du système de protection sociale. Marine Le Pen, autre sujet économique sur lequel vous êtes en première ligne, les professions réglementées. Vous avez écrit aux pharmaciens une lettre pour les soutenir. Pourquoi les pharmaciens et pas les huissiers ou les notaires ? J'ai écrit aux notaires aussi. J'ai écrit aussi aux notaires. Les situations sont un peu différentes. Vous savez, je crois qu'il faut revenir au principe de base. Si on a réglementé des professions, c'était parce qu'on y trouvait un intérêt. C'était pas juste pour embêter les gens. C'est parce que ça a apporté une protection. Protéger le consommateur, c'était l'objectif initial. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer pour les pharmacies ? Quel est l'objectif de la déréglementation des pharmacies ? C'est de libérer encore des pans de marché pour la grande distribution et pour les multinationales. Que va-t-il se passer ? Eh bien, les multinationales et la grande distribution va rafler tout ce qui est rentable dans la pharmacie et elle va laisser aux pharmaciens tout ce qui n'est pas rentable. Alors, quelle va être la conséquence de cela ? La conséquence, c'est qu'on va diviser par 3, 4 ou 5 le nombre de pharmacies. C'est que ceux qui vivent dans la ruralité n'auront plus accès à une pharmacie de proximité. Eh bien, encore une fois, je pense que cette espèce de fuite en avant vers la rentabilité Marine Le Pen, il y a une liste de produits qui pourront être vendus en grande distribution. C'est pas évident tous les produits les plus rentables des pharmacies. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est exactement comme ça que ça se passera. Voilà. Et c'est la même chose lorsqu'on a voulu déréglementer les taxis, c'est le même objectif. À chaque fois qu'une décision est prise aujourd'hui, et c'est encore des préconisations de l'Union européenne, ça vise à tuer les indépendants et au bénéfice des grands groupes, et au des grands laboratoires. Non, pour lesquels le prix est moins cher. Mais non, ça c'est ce que vous dites, c'est ce qu'on dit depuis des années. Les prix sont vraiment moins chers, mais si les prix avaient été vraiment moins chers, pourquoi les Français ont donc perdu en l'espace de 10 ans 1 500 € par an de pouvoir d'achat ? Non, c'est pour tuer les indépendants et donc en réalité tuer toute forme de concurrence. C'est ainsi qu'on a perdu le commerce de proximité avec tout ce que ça avait comme conséquence aussi sur le lien social. Et donc moi je ne me soumets pas à ces exigences portées par l'Union européenne et les ultralibéraux de tout poil. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Marine Le Pen. La fin de l'universalité de la politique familiale. Concrètement, les allocations seront dorénavant allouées en fonction du revenu. Vous le regrettez ? Oui, pardon monsieur, moi je vous réponds juste après, mais ma langue a fourché, ce n'était pas l'enrue, mais le nez-rue, la théorie dont je vous parlais, qui était enseignée par Dominique Strauss-Kahn et qui est mise en œuvre aujourd'hui en France. Oui, je le regrette. Bien sûr, je regrette la fin de l'universalité de ces allocations familiales parce que c'est la négation de ce qu'était ce système des allocations familiales qui consistait à ce que le fait de faire des enfants ne soit pas considéré comme une charge trop importante pour les familles qui faisaient le choix d'en avoir. Pour une raison simple, c'est que les enfants dans un pays, c'est l'avenir, que ça bénéficie à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la société. Et par conséquent, moduler ces allocations familiales, en faire donc un système social, ce que ça n'était pas, est à mon avis très lourd de conséquences. Mais ce ne sera pas une charge importante non plus demain vis-à-vis des parents qui gagnent 6 000 ou 8 000 € par mois. Si, ce sera probablement une certaine charge parce que ça va correspondre pour eux à une perte environ d'un mois de salaire, ce qui n'est pas négligeable. Mais le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est encore les priorités. En fonction du nombre d'enfants. Non, mais c'est le problème des priorités. Si vous voulez. Nous versons des allocations familiales aux étrangers en France. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie que la nation investisse dans des enfants, sauf à considérer qu'ils ont tous vocation à devenir français, ce que je conteste formellement. Donc, moi, je préférerais que l'on supprime les allocations familiales aux étrangers plutôt qu'on les supprime aux Français, y compris lorsqu'ils sont aisés. 800 millions d'euros à trouver. Oui, c'est exactement non, c'est un tout petit peu moins que ce que coûte l'aide médicale d'État chaque année. L'aide médicale d'État qui est réservée exclusivement aux clandestins et qui crée, à mon sens, une profonde injustice sur notre territoire, puisque les Français qui cotisent, qui payent le SMIC et qui, pour certains, ont du mal à payer leur mutuelle, ne sont pas remboursés à 100%. En revanche, le clandestin qui est venu sur notre territoire sans notre autorisation, qui s'y maintient sans notre autorisation en violant la loi, lui, est pris en charge à 100%, quels que soient les soins qu'il réclame. Ça, c'est pour l'aide médicale d'État. Mais sur la politique familiale... C'est 800 millions. Finalement, c'est que des questions de symboles.
Non, ce ne sont pas des questions de symboles. Ce sont des questions d'efficacité. La politique familiale française, c'est la seule qui marche encore. On aurait pu éviter d'y toucher. Bon, là, c'est strike, quoi. Genre, il y aura plus rien qui marchera dans notre pays. On sera arrivé au bout du chemin que nous a tracé l'UMPS. Faut-il cela vraiment toucher le fond du fond du fond pour enfin taper du talon au fond de la piscine et remonter? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est une erreur et que l'argent qui va être récupéré, en réalité, ne le sera pas. À chaque fois qu'on touche, encore une fois, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, chaque fois que l'on contracte et que l'on veut faire des économies de ce type, on s'aperçoit qu'il y a plus de pertes de recettes de l'État parce qu'il y a moins de consommation, que l'économie tourne moins et que donc on la contracte à tout risque. Marine Le Pen, on va parler écologie avec l'écotaxe. Vous avez demandé l'ouverture d'une enquête sur la décision de choisir Ecomove comme société pour prélever cette taxe. Ecomove, une société franco-italienne. Cette décision avait été prise à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal a annoncé cette semaine qu'elle étudiait la possibilité de contester en justice le contrat avec Ecomove. Vous êtes satisfaite ? Oui, ça me satisfait. Tout à fait. Je pense que il y a ce contrat me paraît tout de même pour le moins étonnant. Confier à une entreprise étrangère le soin de lever l'impôt, puisqu'il s'agit de lever l'impôt, c'est assez hors norme. Les montants sont totalement hors norme. La marge qui a été promise à cette entreprise est tout à fait hors de proportion. Et par conséquent, je pense qu'effectivement, cette enquête est nécessaire. Et je suis heureuse que la justice s'intéresse aux conditions qui ont présidé à ce contrat. Qu'est-ce que vous craignez derrière tout ça ? Qu'il y ait eu une entreprise de corruption, Oh, vous savez, plus rien ne m'étonne avec la classe politique française, mais j'attends que la justice nous en parle un peu plus. Il y a déjà eu une enquête parlementaire. Sur l'écotaxe, permettez-moi, mais moi je suis pour taxer les camions étrangers. Voilà. Et ça n'est pas, j'entends déjà ceux qui expliqueront que c'est de la xénophobie ou de la stigmatisation anti-camions étrangers. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement par mesure de bon sens. Nous avons un réseau routier qui nous a coûté une fortune. Des générations de Français ont fait des sacrifices pour le payer. Il est utilisé par des étrangers, soit, mais il est tout à fait anormal qu'il ne contribue pas à l'entretien de ce réseau. Je vous signale que j'ai reçu un témoignage il y a peu de temps d'un routier français qui me dit « Mais moi, quand je vais en Belgique, ça coûte 8 € par jour ». Et ils financent, j'imagine, ainsi leur réseau routier. Ecotax, c'était déjà un petit peu ça qui avait été prévu. Non, mais Ecotax, c'est une stupidité totale parce qu'il aggrave la situation des entreprises et notamment des entreprises d'agroalimentaire qui sont déjà face à une asphyxie totale. Ça a créé quand même des milliers de pertes d'emplois dans l'Ouest. Mais de surcroît, il ne résout pas le problème de la concurrence internationale déloyale. Or, servons-nous de cet outil pour lutter contre cette concurrence internationale déloyale et donc donner un avantage à nos entreprises plutôt que de les plomber un peu plus. Taxer davantage les camions étrangers. Taxer que les camions étrangers. Vous risquez simplement d'augmenter le prix des biens de consommation courante qui sont transportés dans ces camions. Écoutez, si leur prix augmente, ça veut dire que nous serons plus compétitifs dans les produits que nous offrons nous-mêmes. Et ça tombe bien parce que moi, je veux que les Français consomment français. Je pense qu'ils y ont droit, je pense qu'ils y gagneront, ils le savent, en sécurité, en qualité et que surtout, ça recréera de l'emploi dans notre pays. Alors, fermera pas la centrale nucléaire de Fessenheim est au cœur des débats. Toujours cette semaine, Emmanuelle Cos, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, affirme que François Hollande lui a promis une fermeture avant 2017. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, dit le contraire. Faut-il fermer la centrale nucléaire de Fessenheim ? Il faut s'assurer que les conditions de fonctionnement des centrales nucléaires soient sécurisées. Le problème, c'est que les Verts ont une lourde responsabilité parce que en menant un combat contre le nucléaire depuis des années, alors qu'ils n'avaient pas d'énergie de substitution à proposer, ils ont arrêté les investissements nécessaires, coûteux certes, mais nécessaires pour assurer la sécurisation du nucléaire. C'est pas la première fois qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Je rappelle que les Verts, qui soi-disant nous vantent l'écologie tous les matins, sont, à mon avis, des adversaires de l'écologie pour une raison
raison simple, ils sont pour le libre-échange. Or, le libre-échange est probablement la méthode la plus sûre de détruire la planète. Le libre-échange Tout ce que vous souhaitez, c'est une indépendance énergétique. Oui, je souhaite une indépendance énergétique, mais je rappelle aux Verts ou à ceux qui sont intéressés tout simplement par l'avenir de la planète, auxquels j'appartiens, que l'idée d'aller fabriquer des produits à 10 000 km, de les consommer 10 000 km plus loin et de les retraiter 7 ou 8 000 km plus loin, c'est profondément contraire à la vision que je porte de l'écologie. Vous souhaitez une renationalisation des sociétés d'autoroutes. Vous êtes d'accord donc avec le Front de gauche sur cette question ? Oui, je suis d'accord. J'étais contre la privatisation de ces sociétés d'autoroutes. Là encore, ça mériterait peut-être une étude pour savoir dans quelles conditions ça a été réalisé, car c'était vraiment un contrat perdant-perdant pour le peuple français. Nous avions tout payé, et à partir du moment où ça devenait rentable, eh bien, on a permis à des sociétés privées de pouvoir bénéficier de cette manne. Leur faire peser une taxe supplémentaire, comme cela avait été évoqué par Ségolène Royal. Oui, mais c'est un pis-aller. Je pense qu'effectivement, il faut renationaliser ces sociétés d'autoroutes tout simplement parce que ça appartient au peuple français. Encore une fois, c'est lui qui les a payés. Et il n'y a absolument aucune raison pour que il ait la double peine. Il paye les infrastructures et il paye lorsqu'il les utilise. Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui souhaite développer les lignes de transport d'autocars. Alors ça, si c'est pas de la gestion de la pénurie, je sais pas ce que c'est. Il pourrait peut-être proposer l'ouverture aussi de sociétés de pousse-pousse. Peut-être, bon, comme ça, on gagnerait un petit peu d'argent pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre le train. Mais c'est très révélateur, encore une fois, de l'état d'esprit de la classe politique qui est là uniquement pour essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois, alors qu'ils sont à l'origine du mal, des maux qui nous touchent. Marine Le Pen, on poursuit le brunch politique dans un instant et on évoque Ebola. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Marine Le Pen en direct dans le brunch politique. Faut-il suspendre les liaisons aériennes en raison d'Ebola ? Bien sûr. Je l'ai réclamé il y a déjà un certain nombre de jours. Je pense que c'est une mesure sérieuse et susceptible de limiter le risque d'arriver sur le territoire national du virus. Une étude américaine fin septembre a donné comme conclusion que en suspendant ces liaisons aériennes, il y avait nous avions 25% de chances d'être touchés dans les 20 prochains jours. Si on ne les suspend pas, c'est 75% de chances. Bon, quand il y a une telle différence, évidemment, il faut le faire. Pas seulement ça, d'ailleurs. L'étude est contestée. Oui, mais c'est pas grave. Il y a 300 personnes qui arrivent par jour des 3 pays les plus touchés. Je veux dire, il y a quand même pas besoin d'avoir fait l'ENA, là, pour le coup, Sciences Po, ou je ne sais quoi d'autre, pour s'apercevoir que, évidemment, il faut suspendre ces lignes. Il faut aussi suspendre l'importation de produits alimentaires de la part de ces pays, car, le danger, je veux dire, de contamination, de ces produits existent par l'intermédiaire d'excréments d'un certain nombre d'animaux qui sont porteurs du virus. Marine Le Pen, des mesures de sécurité renforcées ont d'ores et déjà été prises. Ça ne suffit pas de contrôler au départ et à l'arrivée ? Non, bien non, ça ne suffit pas. Enfin, évidemment, puisque par définition, l'on sait qu'il y a une période d'incubation, donc ça ne suffit pas. Mais je suis étonné un peu moi de la légèreté avec laquelle sont abordés ces sujets, qui sont des sujets qui peuvent être maîtrisés lorsque précisément on les prend au sérieux. Quand j'entends le président américain, alors je ne sais pas si la traduction était mauvaise, mais dire que la transmission de cette maladie est très difficile, on tombe un peu de sa chaise et on est frappé quand même de l'amateurisme avec lequel sont traités les patients, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, censés être au top de la sécurité, ou que ce soit au sein de l'Union européenne. La maladie se transmet par les fluides et non dans l'air. C'est sans doute ce qu'il a voulu dire. Oui, bien sûr, mais enfin, il n'en demeure pas moins que le personnel soignant qui a été infecté l'a été alors même que des conditions de sécurité avaient été respectées. Donc, il faut jamais minimiser un problème pour se donner les moyens de le régler. Donc moi, mon objectif n'est pas de créer la panique ou de faire peur ou de créer un climat anxiogène. C'est juste de prendre les mesures pour protéger au maximum nos populations de ce qui pourrait demain évidemment se transformer en pandémie. Marine Le Pen, le problème c'est que si on suspend nos liaisons, les passagers viendront quand même mais feront escale ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut suspendre aussi Schengen. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser nos frontières. Vous avez raison, il y a un certain nombre de personnes qui passent notamment par la Belgique pour venir en France. C'est pourquoi j'ai réclamé un débat à M. Cazeneuve. Manifestement, il n'a pas répondu à cet appel pour débattre de la nécessité absolue aujourd'hui de suspendre Schengen. D'abord pour pouvoir maîtriser nos frontières à l'égard de ceux qui reviennent du djihad, mais également demain peut-être pour pouvoir mettre en place les conditions de protection sanitaire du pays. Mais alors du coup, il faut suspendre toutes nos liaisons aériennes ?
Non, pas du tout. Il ne faut pas suspendre toutes nos liaisons aériennes. Il faut essayer de suspendre les liaisons aériennes avec les pays dont on sait pertinemment qu'ils ont des foyers infectieux qui sont extrêmement importants. Il y a aussi la question de la lutte contre la maladie en Afrique. La France a donné 89 millions de dollars, à peu près 70 millions d'euros pour lutter contre la maladie. À titre de comparaison, les États-Unis ont donné 350 millions de dollars, l'Italie a donné 5 millions et l'Allemagne 15. Ouais, donc les Américains sont radins. C'est ça qu'il faut en conclure, parce que ils ont évidemment beaucoup plus de moyens, et au nombre d'habitants, nous avons donc donné plus. On a surtout donné beaucoup plus que l'Italie ou que l'Allemagne. Beaucoup plus que l'Italie ou l'Allemagne. Oui, moi je crois qu'il faut, la contrepartie évidemment de la protection de notre pays contre Ebola, c'est d'aider des populations sur place. C'est essentiel, car si on ne maîtrise pas dans les foyers de départ cette épidémie, alors évidemment elle deviendra une pandémie. Donc il faut développer des moyens importants pour pouvoir y répondre, et je suis étonné de voir que l'Union européenne, qui est toujours là pour nous casser la tête en toutes circonstances et sur tous les sujets, dans ce domaine-là, qui est pourtant un domaine international où on pourrait l'attendre, eh bien, elle est une fois de plus absolument défaillante. J'en conclus, mais je le savais déjà, qu'elle ne sert strictement à rien. 89 millions de dollars pour la France, c'est bien? C'est pas assez? C'est trop? Non, mais je veux dire, j'ai pas les éléments précis pour pouvoir vous dire si c'est assez ou si c'est trop ou si ceci. Ce qui est sûr, c'est que un certain nombre de nations ont agi. C'est le cas aussi de la Russie d'ailleurs, qui envoie des aides, une aide médicale. Il faut que l'ensemble des pays puissent se réunir pour pouvoir donner à ces pays les moyens qui ont un système de santé absolument défaillant, les pauvres, de pouvoir réduire les dangers d'explosion de ce virus. Marine Le Pen, on va parler un petit peu du Front National. Le Pontet, cette commune du Vaucluse, avait été remportée par Joris Hébrard, un élu du FN, par 7 voix d'avance seulement. Des recours ont été formulés. Le tribunal administratif a annulé l'élection cette semaine. Joris Hébrard fait appel. La décision est maintenant donc remise au Conseil d'État. Est-ce que vous êtes confiante ? Dans quoi? Dans le Conseil d'État? Dans la décision du Conseil d'État? Non, pas obligatoirement, parce que je pense que quand il y a un si faible différentiel de voix, c'est quand même extrêmement souvent que les magistrats annulent. Il n'en demeure pas moins que, en l'occurrence, Joris Hébrard n'a strictement rien à se reprocher. C'est pas lui qui tenait les bureaux de vote, c'est pas lui qui tenait les recueils de signatures. Donc il est un peu victime, si vous voulez, de cette situation. Mais je suis confiante en revanche, si élection nouvelle il doit y avoir, dans les résultats de cette nouvelle élection. Je pense que Joris Hébrard sera réélu, lui et son équipe, et qu'ils seront mieux réélus que la dernière fois. Y compris s'il y a un front républicain? Encore plus. Parce que là, s'il y a un front républicain, une liste unique UMPS, je veux dire, on sera au bout de notre logique et les Français s'apercevront que nous avions raison d'utiliser cet acronyme parce qu'il correspondait à une vraie réalité. Il y avait eu une triangulaire à la première élection. Oui, il y avait eu une triangulaire. Mais je pense que s'ils se mettent ensemble, alors il sera démontré que c'est bien le syndicat de défense de leurs intérêts particuliers et absolument pas des partis politiques qui défendent des idées différentes. Marine Le Pen, l'Union européenne, il y a 4 mois, vous n'étiez pas parvenue à constituer un groupe au Parlement européen. Vous allez avoir une nouvelle occasion dans les prochaines semaines après la dissolution du groupe eurosceptique EFDD. Est-ce que vous pensez y parvenir? Oui, non, ça me donne pas une occasion supplémentaire. Je n'ai jamais abandonné l'idée de constituer ce groupe. J'ai continué à travailler d'ailleurs précisément pour le constituer. Je n'ai pas voulu le constituer dans l'urgence avec n'importe qui. J'ai été exigeante dans mes alliances et j'avais dit à l'époque, je préfère ne pas le faire tout de suite et construire un groupe en même temps cohérent politiquement et fort dans la durée, plutôt que de faire un coup médiatique comme a fait Monsieur Farage, dont il vient de voir le retour de boomerang il y a quelques jours. Bon. Donc j'espère constituer ce groupe avant la fin de l'année. C'est utile car ceci nous permettra d'œuvrer de manière encore plus efficace dans la défense des peuples européens. Vous êtes en cours des négociations? Oui, nous discutons avec un certain nombre d'élus de différents partis politiques, de différentes nations, et voilà, je croise les doigts et j'espère avoir une bonne nouvelle à apporter d'ici quelques semaines. On se souvient que c'était un groupe britannique, l'UKIP, qui avait refusé à l'époque de fusionner avec vous. Oui, le UKIP a refusé de fusionner avec nous, mais je pense que c'est plus pour des raisons stratégiques et notamment de stratégie nationale que des raisons de fond, même si nous pouvons avoir des divergences ensemble, notamment sur la politique économique, ça peut arriver, mais nous avons la même vision de l'Union européenne, ça c'est une certitude, et nous combattons de toutes nos forces l'Union européenne, et eux et nous, ça aurait dû suffire pour constituer un groupe efficace. Monsieur Farage a préféré jouer le calendrier national, je crois qu'il a commis une erreur. S'ils n'ont pas le choix, vous accepteriez de fusionner avec eux?
Pourquoi pas, on pourra en tout cas en discuter. Il faudra que M. Farage retire les propos très désagréables qu'il a tenus sur le Front National, encore une fois, pour éviter d'avoir à se justifier sur l'identité des propositions que nous faisons vis-à-vis de l'Union européenne. Marine Le Pen, le changement de nom du Front National, ça participerait à la dédiabolisation du parti. Est-ce que c'est d'actualité ? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour la raison simple, c'est que j'ai envisagé de faire un grand questionnaire adressé à nos adhérents. Je pense que c'est normal, il faut le faire une fois de temps en temps, avec toute une série de questions d'ailleurs, sur la politique, sur l'organisation du Front National, sur ce que nos adhérents attendent du mouvement auquel ils appartiennent. Ça pourrait être une des multiples questions qui pourraient leur être posées. Nous n'avons pas encore... C'est un premier pas. Non, c'est une discussion. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet tabou. Je pense que les adhérents doivent pouvoir s'exprimer. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette solution. Mais ce qui est sûr, c'est que le Front National a... Vous n'avez pas d'avis tranché sur la question ? Non, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Non, je pense qu'effectivement, j'entends, si vous voulez, ceux qui expriment des désaccords avec cette position. J'entends aussi ceux qui pensent que c'est utile. Mais c'est vrai que le Rassemblement Bleu Marine a permis à beaucoup de gens aussi de nous rejoindre, et pour l'instant le Front National Rassemblement Bleu Marine, ça marche plutôt pas mal. Ça pourrait être quel nom demain ? Écoutez, j'en sais strictement rien, on n'en est absolument pas là. Et quand est-ce que serait posée la question ? Je pense que ce questionnaire partira a priori dans le courant de l'année 2015, si tant est que le calendrier électoral ne soit pas pour la 8e fois modifié, puisque on ne sait encore pas quand vont avoir lieu les élections. J'en appelle encore aux Français. Regardez dans quelle situation d'insécurité nous vivons. Nous ne savons pas quand auront lieu les élections. Nous ne connaissons pas le périmètre des circonscriptions. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que fonctionne une démocratie digne de ce nom. On le sait pour les élections départementales. C'est pas sûr. Il y a une rumeur qui court comme quoi celle-ci serait en réalité repoussée au mois de décembre 2015 et que les régionales pourraient l'être au mois de mars 2016. Voilà. Donc on ne peut pas organiser des consultations. Ça risquerait d'être toqué par le Conseil constitutionnel. Oui, mais on ne peut pas, si vous voulez, organiser des consultations électorales dans des conditions d'insécurité telles que celle-là. C'est digne d'une république bananière. Marine Le Pen, le changement de nom, il se ferait également sans l'accord de Jean-Marie Le Pen ? Mais si nous décidons de poser cette question dans le questionnaire, si nous avons une réponse, si nous voyons qu'il y a une immense majorité d'adhérents du Front National qui seraient pour cette solution, alors nous en discuterons au sein du bureau politique et chacun a le droit d'être d'accord ou d'être en désaccord. Mais il y a bien un moment donné, si vous voulez, où il faudra trancher cette question, et dans un processus démocratique, c'est tranché par le vote. Marine Le Pen, vous serez en congrès fin novembre à Lyon, congrès du Front National. Vous êtes prête à discuter avec Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que ça pourrait être l'objet de ce congrès ? Non, mais j'ai toujours été prête à discuter avec tous les patriotes. Je pense que notre pays est dans une telle situation aujourd'hui qu'il est à la croisée des chemins. Je veux dire, soit on continue dans la mondialisation, l'ultralibéralisme, et nous mourrons, et notre civilisation peut disparaître, car les civilisations sont mortelles. Soit nous revenons au principe de la nation protectrice, d'un État stratège, de la souveraineté et de la liberté, et à ce moment-là, la France pourra encore écrire de belles pages de son histoire. Alors, j'ouvre les bras à tous les patriotes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Je leur demande pas d'être à 1000% d'accord avec nous, ni même à 100%, mais d'être d'accord sur l'essentiel, sur le constat et les solutions que nous apportons aux Français. Je pense donc qu'un certain nombre de responsables qui me semblent proches sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux pourraient demain venir discuter, au moins avec le Front National. Vous êtes en discussion avec des responsables actuellement qui pourraient venir ? Je suis en discussion permanente avec toute une série de gens qui commencent à se rendre compte que le Front National peut et va probablement arriver au pouvoir et qui ont envie de participer à l'œuvre de redressement du pays. Marine Le Pen, le retour de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il arrange le Front National ? Oui, c'est plutôt un bon candidat pour nous, parce que d'abord il a un bilan qui est très mauvais, et parce que je pense qu'il va revenir avec une stratégie qui va démontrer qu'il a été pendant des années d'une totale insincérité. Moyennant quoi, je suis un peu inquiète parce que j'ai l'impression que ce retour, c'est pas un décollage, ça ressemble plutôt à un crash, quoi. C'est un retour raté. Nicolas Sarkozy semble être la caricature de lui-même. Il n'apporte aucun souffle.
souffle nouveau, aucune idée nouvelle. Il rabâche des promesses qu'il a déjà faites à de multiples reprises et dont on sait pertinemment qu'elles n'ont pas été respectées. On connaît la date des élections départementales, donc on en a parlé. Non, mais a priori, ce sera quand même le 22 et le 29 mars prochain. 2054 nouveaux cantons. Combien de conseillers généraux espèrent avoir le Front National ? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais nous aurons des conseillers généraux, enfin des conseillers territoriaux, parce que là aussi le nom change régulièrement. J'en suis absolument convaincu. La réforme territoriale entrera en vigueur pas avant le 1er janvier 2016. Oui, et d'ailleurs nous allons élire des gens dont on ne sait pas ce qu'on va leur demander de faire. Ça va être quand même pratique pour faire campagne, ça. On ne connaîtra pas le périmètre des compétences accordées, peut-être même avant l'élection. Là encore, c'est du grand n'importe quoi. Nous aurons des conseillers généraux et peut-être même d'ailleurs gagnerons-nous des départements. Il y a quelques semaines, vous avez dit que vous ne refuseriez pas une cohabitation dans le cas d'une dissolution. Est-ce que vous êtes toujours prête ? Oui, bien entendu, je suis prête à faire un bras de fer terrible avec le président de la République. Si les Français veulent changer de politique, alors il faut qu'ils donnent une majorité au Front National. Et croyez-moi, nous commencerons, malgré le fait qu'en cohabitation c'est compliqué, à mettre en œuvre la politique que les Français attendent. Le brunch politique. Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Marine Le Pen et Jérôme Guedj, président du Conseil général de l'Essonne et membre des Frondeurs. Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on entendait Marine Le Pen qui nous disait que les allocations familiales devaient être limitées aux seuls Français. Est-ce que c'est une position acceptable, selon vous ? Bien sûr que non, que c'est pas une position acceptable parce qu'elle est assez révélatrice. Moi, j'ai entendu Madame Le Pen depuis tout à l'heure, révélatrice d'une forme d'amateurisme, d'approximation, tout ça au service d'un catastrophisme généralisé. Parce que je peux lui poser une question. Alors, si on exclut les étrangers du bénéfice des allocations familiales, ça veut dire qu'ils ne cotisent pas non plus au financement de la sécurité sociale à travers leur fiche de paye. Les étrangers comme les nationaux participent au financement de la sécurité sociale. C'est un principe qui a toujours prévalu, qui n'a posé absolument aucune difficulté et pour lequel il est même établi que les étrangers cotisent plus globalement au fonctionnement du système de sécurité sociale qu'ils ne perçoivent de celui-ci. Donc on est dans la stigmatisation assez habituelle. Moi, je croyais que le discours du Front National avait bougé. Manifestement, il est toujours affreusement classique. Il consiste à refuser toute forme de solidarité. Bon, d'autres pays appliquent cette préférence nationale, toutefois, Marine Le Pen. Pardon ? D'autres pays appliquent cette préférence nationale, Marine Le Pen. Oui, mais la préférence nationale appliquée à la sécurité sociale, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire quoi, la préférence nationale appliquée, y compris au système fiscal? Madame Le Pen. Monsieur Guedj, objectivement, enfin, je veux dire, me parlez pas d'amateurisme parce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ça n'est pas un système de social, précisément, si vous voulez, les allocations familiales. Bon. Par conséquent, vous êtes totalement à côté de la plaque. Que les étrangers qui travaillent dans notre pays cotisent, c'est légitime, et ils en ont d'ailleurs la contrepartie. Et à mon avis, beaucoup plus largement, contrairement à ce que disent les études de vos amis, que ce qu'ils cotisent. Mais je trouve ça normal. Je trouve parfaitement normal que l'on puisse avoir un temps de chômage qui soit indemnisé lorsque l'on est un étranger et que l'on a cotisé et que l'on paye son emploi. Je suis en désaccord pour que cette durée d'ailleurs de chômage indemnisé soit aussi importante que pour les Français, parce que je pense que voilà, si au bout de 3 mois vous êtes un étranger et que vous n'avez plus d'emploi, et si vous n'en retrouvez pas, eh bien il faut que vous rentriez chez vous. Mais les allocations familiales, ça n'a strictement rien à voir avec cela. Pourquoi financer encore une fois, par l'intermédiaire des allocations familiales, des familles qui sont attirées à venir en France par ce système, évidemment, et par l'ensemble de ces aides. C'est un des éléments d'attractivité de notre pays à l'immigration, alors même que Monsieur Guedj, je sais que vous n'y pensez sûrement pas, mais normalement, des étrangers qui viennent en France doivent repartir chez eux à un moment donné. Et donc, c'est un investissement, en quelque sorte, qui serait un investissement perdu, vous comprenez? Donc, ce que je défends est parfaitement légitime et je ne vois pas trace d'amateurisme. Je vois en revanche un choix politique qui consiste à préserver un système de protection sociale en refusant que celui-ci et à protéger un système de solidarité de la nation en évitant que celui-ci soit mondialisé.
Mais voyez-vous, Madame Le Pen, une fois de plus, vous êtes à côté de la plaque, puisque vous en revenez aux sources du système des allocations familiales. Je veux bien rentrer dans votre logique. La source du système des allocations familiales, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est compenser les coûts liés à l'arrivée de l'enfant. Vous êtes en train d'établir une différenciation. Pour la famille, vous êtes en train d'établir une différenciation en disant l'intérêt d'un enfant issu d'une famille étrangère n'est pas le même que celui d'un enfant issu d'une famille française, alors même que cette famille étrangère a cotisé, qu'elle vive en France, qu'il s'agisse d'Américains, qu'il s'agisse de Chinois, qu'il s'agisse d'Algériens, qu'il s'agisse de Guatémaltèques qui vivent en France, parce que notre pays est un pays ouvert, dans lequel il y a des personnes qui viennent travailler, parfois pour quelques mois, pour quelques années, parfois plus durablement, et qu'ils souhaitent conserver la nationalité de leur pays d'origine. Bref, vous établissez... Il faut que ça s'arrête, ça, Monsieur Gage. Oui, mais c'est le monde des bisounours auquel vous pensez, non, c'est le monde des bisounours, c'est vous qui nous l'avez construit, et regardez le cauchemar que c'est devenu. Mais je vous dis juste que ce pays, comme tous les autres pays, c'est notre pays, Monsieur Gage. C'est pas ce pays, Monsieur Gage. C'est notre pays. Mais c'est notre pays, et vous ne me ferez pas de concurrence patriotique. Je déteste ce terme de ce pays. Excusez-moi, ça me choque. Dans la bouche de tout le monde, d'ailleurs. Voilà. Écoutez, voilà. Non mais je prenais cet exemple sur les allocations familiales pour montrer cette espèce de yaka faucon assez automatique, assez mécanique. Voilà, on appuie sur un bouton et puis on a l'ancienne de Madame Le Pen, c'est yaka faucon, ça va marcher. Le catastrophisme est à nos portes. Les chevaliers de l'apocalypse nous menacent. Et le Front National, que propose-t-il? Que propose Madame Le Pen? Ben on ne sait pas. Voilà. Oh, Monsieur Guetchi, vous ne savez pas. Il faut aller lire. Qu'est-ce que il faut faire un petit effort. Il faut aller lire le projet que j'ai porté à la présidentielle, Monsieur Gage. J'ai une question à vous poser, Madame Le Pen, à ce sujet. C'est assez dérisoire. Moi, ce que j'aimerais... Dans votre projet... Mais je répondrai à votre... Monsieur Gage, je répondrai à votre question, mais moi j'aimerais qu'on parle globalement de l'immigration. Vous êtes en train de me dire aujourd'hui, donc, et j'aimerais que vous l'exprimiez, que vous considérez que l'immigration est toujours une chance pour la France, il faut continuer cette immigration, que ceux d'ailleurs qui sont venus dans les 10 ou 20 dernières années sont heureux d'y être, que les 8 millions de chômeurs français justifient que l'on continue à faire venir des gens pour venir travailler en France alors qu'il n'y a pas d'emploi, que les déficits du système de protection sociale justifie que l'on continue d'ouvrir les aides sociales au monde entier sans les réserver aux Français. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Jérôme Gage. Moi, je suis en train d'entendre Madame Le Pen, dont je pensais là aussi que le discours avait évolué au fil du temps, sortir à peu près le même discours que son père il y a 20 ou 25 ans, sur cette, je vais pas dire cette obsession, mais cette fixation sur les maux de la France, les difficultés de notre pays, qui se focaliseraient exclusivement sur ce n'est pas ce que j'ai dit, Monsieur Gage, c'est malhonnête de votre part. Là, nous parlons d'immigration. Aujourd'hui, nous parlons d'immigration ensemble. Mais si vous voulez, on va parler de l'Union européenne, on va parler de la politique économique, on va parler de la politique fiscale, on va parler de la politique d'austérité que vos amis sont en train de mettre en œuvre, on va parler des dictats de l'Union européenne qui nous sont imposés et contre lesquels vous ne luttez pas. On va parler, Madame Le Pen, on va parler, Madame Le Pen, sur chacun de ces sujets, de l'absence totale de propositions que vous formulez, si ce n'est celle de renverser la table, de partir, de sortir, de quitter, de repousser, d'ostraciser. Bon, voilà, si vous voulez. La question que je voulais vous poser, Madame Le Pen... Vous savez, nul n'est prophète en son pays, Monsieur Gage, mais enfin, il me semble qu'il y a un certain nombre de pays qui mettent en œuvre les propositions que je suggère, et notamment la Suisse, qui par référendum a décidé de mettre en œuvre la priorité nationale et de suspendre la libre circulation. Madame Le Pen, vous avez raison, il faut comparer un grand pays comme la France de 66 millions d'habitants avec nos voisins que nous respectons, Suisse, et qui ne vivent pas tout à fait la même situation que notre pays, qui n'ont pas la même responsabilité sur la scène internationale, la même qui ont fait le même constat, les mêmes enjeux, etc. Non, mais qui ont fait le même constat. Donc si c'est grave, si l'immigration pose un problème pour la Suisse, inutile qui est un petit pays, vous avez raison, mais un petit pays qui se porte plutôt bien, inutile de vous dire qu'il pose un énorme problème pour la France qui, effectivement, est un grand pays très attractif. Jérôme Gage, une question. Martine Aubry qui demande une inflexion de la politique de restriction budgétaire ce matin dans le JDD. Marine Le Pen nous dit finalement que c'est impossible au sein de l'Union européenne, et c'est vrai qu'il y a la question des 3% du traité de Maastricht. Que répondez-vous à cette remarque de Marine Le Pen ?
C'est-à-dire que entre les yaka faucons que j'évoquais tout à l'heure et puis une démarche exigeante mais constructive qu'on peut appeler de nos vœux, moi je préfère le cheminement qui consiste à créer du rapport de force, mais pas dans l'isolement auquel veut nous renvoyer Madame Le Pen, mais tout simplement dans une inflexion d'une politique économique dont je dis en effet qu'elle doit porter ses fruits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais certainement pas dans cette espèce de fuite en avant et dans les contradictions que nous pointe Madame Le Pen. Moi, la question que je voulais vous poser, on en revient sur les allocations familiales. J'ai lu, contrairement à ce qu'elle pense attentivement, le programme du Front National. Et année après année, Monsieur Le Pen puis Madame Le Pen, dans une filiation, une continuité qui ne trompe personne, s'est expliqué pour dire qu'il y avait trop de cotisations patronales, qu'il y avait trop de charges, qu'il y avait trop... Or, la baisse des allocations familiales, elle est d'une certaine manière aussi la conséquence de la baisse des cotisations patronales qui a été décidée. Alors il faut que vous nous disiez, est-ce que vous êtes, oui ou non, toujours aujourd'hui favorable à une baisse des cotisations patronales acquittées par les entreprises, les grandes ou les petites? Monsieur Gage, moi ce que j'aimerais, c'est que nos petites entreprises, nos TPE, nos PME, nos PMI qui créent de l'emploi, voyez-vous, elles subissent une baisse des charges, et je pense que c'est en luttant résolument contre le chômage et en créant de la richesse que ces charges baisseront. Vous, me donnez pas de leçons non plus sur ce sujet, parce que les seules baisses de cotisations patronales que vous avez faites, c'est au bénéfice des grandes entreprises, des multinationales et du CAC 40. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas fait un emploi en plus. Hein. Voilà. Vous voyez, le problème, Monsieur Gage, c'est un problème de courage. Je vais vous dire, le fond du problème, c'est un problème de courage. Quand Madame vous avez le courage du verbe, Madame Le Pen. Vous n'avez que le courage du verbe. Oh, écoutez, avec l'article de Madame Aubry, il faut une grande inflexion de la politique économique. Si ça, c'est pas du verbiage, je ne sais pas ce que c'est. Mais prenons votre cas, Monsieur Gage. Vous avez voté, je crois, contre le traité budgétaire. Et pourtant, vous restez. Et pourtant, au lieu de voter contre le budget, vous vous êtes abstenu. Voilà. Parce que vous aboyez, mais vous ne mordez pas. Parce que vous n'allez pas au bout du courage que vous devriez avoir si vraiment vous étiez convaincu des idées que vous portez. À un moment donné, il faut mettre ses actes en accord avec ses idées et avec ses promesses et avec ses postures. Voilà. Madame Le Pen, c'est drôle votre métaphore canine parce que vous, à la fois, vous faites les deux. Vous aboyez et vous mordez, mais vous mordez dans le vide. Vous n'avez aucune prise sur le réel. Votre position et certains des constats que vous faites, dont je le dis, je peux être amené à en partager quelques-uns, aboutissent à une inopérance totale. Vous êtes dans la stérilité politique, le débat Madame Le Pen. est terminé. Jérôme Gage. Merci. Nous verrons ça aux prochaines élections, Monsieur Gage. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio.